oui, n'était l'enregistrement n'était pas activé sur le cours. Mais il était enregistré depuis le début sur Facebook en même temps, donc il n'y a pas de souci pour l'enregistrement. Donc je reviens sur l'analogie. Donc l'Internet, c'est la route, et le web, ça va être toutes les voitures qui vont circuler sur cette route en question. Donc on a une ville qui va être Internet avec toutes ces routes qui vont lier plusieurs informations entre elles, et le web, ça va être les voitures qui vont circuler pour transmettre ces informations-là entre elles. Alors comment ça fonctionne? D'abord, sur notre navigateur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on voit déjà sur notre navigateur généralement? On voit que on a une barre de recherche. Donc tous les outils qu'on a vus jusqu'à présent, il y a toujours cette barre de recherche. Donc cette barre de recherche va nous permettre de taper soit directement une information, soit directement l'adresse d'un site. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de mettre une adresse. Donc sur notre navigateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper une adresse. Notre navigateur, il va envoyer une requête à un serveur. Sur le web, tout fonctionne grâce à des serveurs. Et le serveur, lui, va nous renvoyer la page web que l'on a demandé. Si je mets google.com, on prend l'exemple ici, google.com, ça va être l'adresse qui est attribuée à la page de Google. Donc, on va faire la requête sur notre barre de recherche, et le serveur va nous renvoyer les informations liées à cette adresse-là, donc la page de Google. Donc, on tape notre adresse, on envoie la requête depuis notre ordinateur vers notre navigateur vers le serveur. Le serveur, lui, il renvoie la page web qu'on a demandé, et tout va passer par un protocole très sécurisé. Donc, généralement, ce sera sous un protocole HTTPS pour l'aspect sécurité. Certains sites que vous allez taper qui sont HTTP ne sont pas sécurisés, et c'est très peu recommandé de les utiliser. Ça peut être OK pour des sites juste informatifs, ou des sites qui vont pas avoir de fonctionnalités avancées, mais si c'est par exemple pour des sites qui vont accéder à des données sensibles, il faut toujours privilégier le protocole HTTPS. Non. Pas besoin de le connaître en détail, il faut juste savoir où le vérifier. Si on regarde sur mon adresse ici, donc on voit https://www.google.com. Donc on voit ici qu'effectivement notre adresse, elle est sécurisée. Et si on clique sur le caténage juste à côté, on peut voir la connexion est sécurisée. On peut voir encore quelques autres informations. Donc à ce moment-là, on peut être sûr que les données qui vont transiter sont sécurisées. Donc le lien entre notre navigateur et notre serveur, il est sécurisé. Et pour la majorité des sites les plus connus, si on enlève le S et on tape quand même la recherche, il va forcer la sécurité. Donc il va forcer l'ajout du HTTPS. Donc, on a donc plusieurs aspects qui rentrent en compte de notre navigateur. On va rentrer notre adresse pour communiquer avec un serveur qui va nous renvoyer la page demandée, et le tout va transiter vers un protocole qui est dit sécurisé. Donc cette adresse, c'est pas n'importe quelle adresse. C'est pas comme on dit, tu mets l'adresse de chez toi et ça va indiquer les informations là. Non. On a une adresse qui s'appelle ici un nom de domaine. Et ce nom de domaine, il est divisé en plusieurs aspects. Donc le nom de domaine, déjà, c'est l'adresse d'un site internet. Donc celui que tu tapes dans la barre de recherche de navigateur. On prend l'exemple ici de www.facebook.com. Donc si je prends cette adresse, www.facebook.com. Bien sûr, quand vous faites des recherches, ce n'est pas obligatoire de toujours mettre le 3W, effectivement. Donc, on va ici, donc notre adresse ici, donc notre nom de domaine, il est totalement ici. Donc, quand on regarde ici et qu'on essaye de décortiquer un peu, donc ce https ainsi de suite, on a d'abord notre protocole qui va être séparé ici, donc HTTPS ou HTTP s'il n'est pas sécurisé. On a ensuite, on va passer les 3W ici. Les 3W ici, c'est très simple, ils vont signifier World Wide Web. C'est en gros l'appellation qu'on va avoir globale de notre web, donc de notre, pas d'internet, mais du système web. Point ici, donc c'est pas obligatoire de le mettre sur vos recherches quand vous le faites. Si vous ne le faites pas, généralement il va automatiquement l'ajouter. Donc les serveurs n'ont pas besoin d'avoir explicitement le 3W avant le nom de domaine pour pouvoir identifier effectivement si c'est la bonne adresse. On a ensuite notre adresse qui est ici. Donc le serveur qu'on veut contacter, c'est celui de Facebook, dans notre cas ici. Et juste après, on a le point comme ici. Donc cette terminaison-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va définir à peu près le type de contenu qu'on va avoir sur le site et le type d'organisation qui gère ce site en question. Donc si on revient ici, donc on a la suite de nom de domaine,
Dans l'autre cas ici, on avait facebook.com. Donc facebook.com, c'est pour point commercial. Donc ça va être pour tout ce qui est entreprise, business et autres. C'est eux qui vont généralement utiliser le .com. Bien sûr, n'importe qui peut prendre un nom de domaine aujourd'hui .com, mais l'utilisation première, c'est faite pour ça. Quand on est une entreprise ou quelque chose à but commercial, on va utiliser le .com. Ensuite, on a le cas du .org, donc .org, pour les, comme cela l'indique, pour organisation. C'est principalement pour les ONG et tout ce qui est à but, ça peut être à but lucratif, mais généralement à but non lucratif. On prend le cas de Gaptrotter qui organise cette formation. Si vous allez sur le site de Gaptrotter, c'est gaptrotter.org, donc .org, parce que c'est une organisation, une ONG. On a les sites aussi gouvernementaux, donc c'est les .gouv ou les .gov. Donc ça va être lié aux sites qui sont pour le gouvernement, donc les sites officiels. Ça peut être les sites officiels de la présidence, le site des ministères, le site des ambassades, en tout cas tout ce qui est lié, on va dire, au gouvernement et au secteur de l'officiel. Pour le .fr, j'y viens. Et là, si on peut continuer sur le .gouv, très généralement, par exemple, si on prend le cas du gouvernement, que ce soit pour les sites du gouvernement gabonais, français ou autre, il y a souvent .gouv.ga qui est ajouté pour faire la différenciation. On peut ajouter deux terminaisons à ce nom de domaine-là. Donc si on regarde ici les sites en site, .gouv.ga. On voit ici que le site du ministère de l'Intérieur, par exemple, c'est intérieur.gouv.ga. Certains sites vont avoir juste le .ga. Je pense par exemple à celui de la présidence, effectivement, qui n'a pas le .gouv, mais qui est présidence.ga. Donc, le .gouv, c'est comme j'ai dit, toutes ces terminaisons de nom de domaine ne sont pas obligatoires, mais elles sont conseillées pour mieux orienter les recherches. Pourquoi? Parce que Google, il va indexer ces sites-là. .gouv, il va savoir que c'est généralement lié à tout ce qui est officiel et tout ce qui est lié au gouvernement. Donc il est généralement mieux d'ajouter ces terminaisons-là. Ensuite, on a par exemple le .edu. Il y a énormément de terminaisons pour les noms de domaine. Et ça, c'est juste quelques exemples que l'on voit là. Le .edu qui est généralement lié à tout ce qui est système éducatif. Donc ça peut être les écoles, les universités ou tout ce qui est lié vraiment au domaine de l'éducation. Et pour finir, on a les noms qui sont liés, qui ont une signification liée au pays dans lequel le contenu est visé. Elfie ici disait .fr. Donc ça rentre dans cette situation-là. .fr pour les sites généralement qui sont situés en France ou qui sont francophones. Pas besoin d'être forcément situés en France, mais des sites qui ont un public visé francophone. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Tu peux très bien avoir, par exemple, le nom de ton site .com ou .org et viser un public purement francophone, par exemple avec FR. Pareil pour GA, tous les sites au Gabon n'ont pas le .ga. Peut-être avoir le édu partout, voire en Afrique. Alors oui, il suffit de voir au niveau de ce qu'on appelle des registraires ou des providers de noms de domaine. Regardez, cherchez votre nom de domaine et vérifiez s'il est effectivement disponible. On peut faire un exemple, par exemple. On va chercher GoDaddy, recherche de domaine. Donc c'est très simple si on veut acheter un domaine. On me dit ici d'entrer un nom de domaine à rechercher. Je vais par exemple mettre... bon, alors celui qui a posé la question, c'est Stéphane Kanga. Donc je vais mettre kanga.edu. Ah, j'ai écrit comme bas. Kanga.edu. Bon, ici on voit qu'une erreur est survenue. On va essayer sur un autre site. On peut chercher ici. Donc il n'y a pas un site en particulier où vous pouvez chercher un nom de domaine, il y en a plusieurs. Alors, on voit ici qu'il en propose certains. Il voit ici le domaine que pour Wix par exemple, ici lui ne fournit pas le .edu. Il y en a plein d'autres. LWS peut fournir le .edu, GoDaddy peut fournir le .edu. Donc ça va dépendre uniquement du site du registrateur que vous allez utiliser pour chercher votre nom de domaine. Donc dans le cas ici, ils ne l'ont pas. Vous voyez ici, kamga.com. Ici, existe-t-il des noms de domaine réservés?
Alors, il y en a assez peu. C'est-à-dire que certains noms de domaine peuvent être soumis à certaines vérifications. Donc, ils ne sont pas réellement réservés, mais ils vont être soumis à certaines vérifications. Par exemple, si je veux décider de faire mon site aujourd'hui, euh, gatrotter.gouvernement.ga, je peux tenter de l'acheter, mais il va être soumis à beaucoup de vérifications de la part justement, de ces organisations-là qui fournissent les noms de domaine. Donc certains sont effectivement, entre guillemets, réservés, mais c'est toujours possible d'en prendre un. Mais il faut savoir qu'en fonction du type de nom de domaine qu'on va prendre, il va nous demander certaines vérifications. Aujourd'hui, même pour un site .com, sur certains sous-outils qui permettent d'enregistrer son site, ils vont vous demander, bon, c'est .com, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre entreprise? Envoyez les papiers de votre entreprise, envoyez des preuves de là où vous habitez, et ainsi de suite. Plein de sécurités qui sont mises en place, effectivement, pour conserver ces terminaisons de nom de domaine là. Donc, on a les .com pour tout ce qui est commercial, les .org pour les organisations, .gouv, qui vont être pour tout ce qui est officiel, .edu pour l'éducation, .ga, .fr, .us, peu importe, .jp pour le Japon, je pense que c'est KR pour la Corée. Il y a plein, tous les pays, quasiment tous les pays en ont un. Et ce type-là sont disponibles à tout le monde. Mais certains sont effectivement soumis à certaines restrictions qui vont juste vous demander des vérifications pour voir si effectivement ce que vous allez faire avec ce nom de domaine-là est légal. Donc, on va voir maintenant détailler les navigateurs et les moteurs de recherche. On avait déjà parlé un peu des navigateurs qui existent. On avait parlé des avantages de certains navigateurs. On avait comparé euh, Microsoft Edge, Google Chrome, Brave, Firefox. On avait comparé pas mal. Donc on va revenir sur tout ce qui est navigateur et on va détailler les moteurs de recherche parce que c'est deux éléments différents. Alors un navigateur, c'est un logiciel qui va nous permettre d'accéder au web. Donc c'est Google Chrome, Mozilla, Edge, Safari, Opera, Brave, peu importe. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un accès direct sur le web. Donc, le navigateur, il va interpréter notre code HTML reçu. Donc HTML, c'est l'un des langages, c'est pas vraiment un langage, on va dire que c'est l'un des, mais on va quand même utiliser ce terme, l'un des langages de programmation qui est utilisé pour faire des sites internet. Si vous regardez sur un site, on va par exemple prendre le site de Google toujours, donc google.com. Si on fait clic droit ici, on met inspecter, on peut voir ici qu'il y a plein de, on va appeler du code ici, qui va être affiché. C'est ça le HTML. On peut voir ici, c'est écrit en tout petit HTML. Donc, le navigateur, lui, va pouvoir, quand on va interroger notre serveur, on va mettre google.com, ce qu'il va recevoir, c'est pas une page directement. Il va recevoir le code lié à cette page. Et donc le navigateur, il va pouvoir l'interpréter et nous afficher le contenu que l'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pas, quand on fait une recherche, avoir plein de lignes de code qui vont s'afficher, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est le résultat de ces lignes de code-là. Et c'est donc ça le rôle du navigateur. Donc, il peut interpréter le code HTML qui va être reçu par les serveurs pour afficher la page. Et il peut aussi bloquer tout ce qui est site dangereux grâce à certains paramètres de sécurité. Les navigateurs peuvent très bien aussi bloquer, en dehors de bloquer les sites, ils peuvent très bien bloquer le contenu qui est considéré comme dangereux. Ils peuvent bloquer les données qui vont transiter parce qu'il peut considérer que ces données-là, ce sont du vol, ces données-là n'ont pas le droit d'être récupérées, peu importe. Donc, il ajoute aussi ces couches de sécurité qui sont propres à chaque navigateur. Il y a des normes qui sont demandées, mais tous les navigateurs ne sont pas obligés de les appliquer ou alors ils ne sont pas obligés de respecter les mêmes normes. Ensuite, on a le moteur de recherche. Alors, le moteur de recherche, maintenant, c'est un outil qui va être intégré dans nos navigateurs maintenant. Donc, le moteur de recherche, c'est un outil qui permet de trouver rapidement des informations sur Internet à partir de mots-clés que l'on va saisir. Donc, il va faire quoi? Il va parcourir le web, classer les pages et nous proposer les résultats les plus pertinents. Donc, quand on parle de moteur de recherche, on a Google, toujours qui est un bon moteur de recherche. On a Bing, qui est intégré généralement sur Microsoft Edge. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme exemple que je peux donner là? Si je reviens un peu, on a Quant, on a Yahoo qui est un peu moins utilisé, on a DuckDuckGo, on va revenir sur ces différents exemples-là. Donc, on a vu c'est quoi donc notre navigateur et notre moteur de recherche, mais ce serait intéressant de comprendre comment il fonctionne réellement. Donc, comment il va fonctionner? Il va fonctionner en généralement 3 étapes. Donc ces 3 étapes-là, elles vont lui permettre de fonctionner de manière la plus optimale possible. Donc si on revient sur la première étape, on a l'exploration, qu'on appelle aussi le crawl. Donc c'est des programmes qui sont appelés des robots ou des spiders, parce que le web c'est une toile, donc c'est les araignées qui vont permettre de tisser cette toile-là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont visiter les différents sites internet pour vérifier leur contenu.
Donc, on va prendre l'exemple du robot de Google qui va lire toutes les pages publiques qui sont sur l'internet, sur le web, pardon, et il va prendre le contenu d'un peu partout. Il va le prendre et le stocker quelque part. Je prends l'exemple du site. Si on prend quel site? Si on prend le site de, on revient par exemple ici, UNESCO, par exemple. UNESCO.org. Il va venir sur ce site, il va analyser, non seulement, il ne va pas voir visuellement tout le contenu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser le code d'abord premièrement, et dans ce code, il y aura des facteurs qui vont lui permettre de savoir que ce site-là, il concerne par exemple tout ce qui est organisation mondiale. Il va lui dire, par exemple, si c'est un site qui est lié par exemple aux jeux vidéo, il va lui dire que non, ce site-là, ce site-là, il va parler de tout ce qui est jeux vidéo, de technologie et autres. Donc, ces éléments-là vont permettre aux bots, donc au robot de crawl qui va passer dans la première étape, de collecter toutes ces informations-là et de les réutiliser plus tard pour les autres étapes. Donc une fois que le robot il va passer sur les sites, il y a la deuxième étape maintenant, l'indexation. Donc les pages qu'on a trouvées, elles vont être enregistrées dans une immense base de données qu'on va appeler l'index, qui va procéder à l'indexation. Donc c'est comme une grande bibliothèque géante qui va être organisée par thème et par mots-clés. Donc les différents mots-clés et les éléments qu'on a récupérés dans la première étape, il va les prendre et les organiser dans une base de données. Une fois maintenant qu'ils sont organisés dans une base de données, on va passer à la troisième étape qui va être le classement ou le ranking. Donc ce classement-là, il va, en fonction des recherches et de l'algorithme de Google, définir que ce site-là est plus pertinent qu'un autre site. Donc si moi j'ai mon blog qui parle qui parle de dessins animés, il va vérifier le contenu. Et s'il voit un autre site qui est plus reconnu, qui a plus de recherches, qui a plus de bons avis positifs, qui a plus de mots-clés qui a été ajouté et qui parle aussi du même thème que moi, il va peser le pour et le contre, il va, après indexation, faire un classement, et il va le placer par exemple au-dessus du mien. Quand un site est placé au-dessus des autres, quand on va faire une recherche, il va tomber toujours en premier ou parmi les premiers. Pourquoi? Parce qu'il a été bien indexé. Lors de l'exploration, on peut récupérer les bons mots-clés. Lors de l'indexation, il a pu être correctement indexé. Et durant le classement, sur différents critères, il a été jugé. Il a pu être placé plus haut dans le classement. Donc le classement, quand on fait une recherche, le moteur il va choisir les résultats les plus pertinents selon plusieurs critères. La pertinence du contenu, la popularité du site, la fraîcheur de l'information, si les données sont de plus en plus récentes, donc s'ils restent à jour, et la fiabilité des sources. Donc si aujourd'hui j'ai un blog où mes sources ce sont par exemple mon voisin, c'est-à-dire que ça n'a aucune pertinence mes sources, je dis juste source mon voisin. Je parle d'un sujet, je dis non, la source c'est mon voisin qui m'a dit ça. Ce n'est pas pertinent du tout, la fiabilité des sources n'est pas bonne. Donc même si j'ai beaucoup de gens qui vont consulter ce site-là, il ne va pas être mis en avant pour de la recherche d'informations réelles. Pourquoi? Parce que le critère de fiabilité de la source, il n'est pas respecté. Donc on a ce petit schéma ici là qui explique donc le crawling, on récupère les mots-clés et toute information liée au site, on va les indexer dans une base de données et on va les classer ensuite. Donc, le système qui fait tourner Google est beaucoup plus complexe que ça. Là, on l'a vraiment simplifié, comme c'est écrit ici. On l'a vraiment simplifié. Mais chacune des étapes il y a effectivement 3 étapes, mais chacune des étapes est beaucoup plus compliquée. Chaque moteur de recherche a son propre algorithme qui permet déjà de faire du crawling, d'indexer les sites dans les bases de données et de faire les classements. Les algorithmes de classement sont c'est quelque chose de très privé généralement pour ces outils-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as pu, on va dire, voir comment fonctionne réellement l'algorithme, parce que là, ici, on a des critères, mais il y a d'autres critères qui sont un peu plus privés. Si tu sais comment fonctionne cet algorithme-là en profondeur, tu connais tous les rouages de ce système-là, tu peux, on va dire, le biaiser. C'est-à-dire que tu peux créer un site à de mauvaises fins, mais comme il est aligné sur le fonctionnement du système de classement, de l'algorithme de classement, il va quand même être mis en avant. Pourtant, il ne devrait pas être mis en avant. Donc c'est pour ça que la majorité de ces algorithmes-là sont gardés privés. Donc on va maintenant détailler nos différents moteurs de recherche, avant de passer sur une partie où on va expliquer un peu plus l'interface des moteurs de recherche. On a Google, donc c'est le plus utilisé. On a fait nos recherches tout à l'heure sur Google, quelquefois sur Bing. Là, je pense que la majeure partie d'entre vous, quand vous faites des recherches, c'est Google. Et souvent, même quand vous n'utilisez pas Google, vous allez dire je vais chercher sur Google, même quand vous n'utilisez pas Google, tellement c'est devenu le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Donc c'est quoi sa particularité? Déjà, c'est juste le plus utilisé.
environ 90% de part du marché dans le domaine des moteurs de recherche. C'est énorme. La majorité des recherches qui sont faites dans le monde sont à 90% faites sur Google. Il a des points forts aussi, des points faibles, mais on va se concentrer sur les points forts de chacun d'abord. Google, c'est très rapide. Vous faites une recherche, c'est vraiment, vraiment très rapide. C'est l'un des plus rapides, ou si ce n'est le plus rapide. Il est souvent très pertinent dans ses recherches. Il va très, très facilement trouver le sujet qui vous intéresse. Et il a énormément d'outils intégrés. Donc, il peut avoir les outils liés à l'IA, les recherches par image, les filtres. Il a beaucoup d'options qui sont directement intégrées dans le moteur de recherche Google. On a ensuite Bing. Donc, si vous utilisez Microsoft Edge, on peut voir ici, si je reviens sur cette page-là, on est sur Bing ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé Google pour cette recherche. Donc Bing ici, c'est le moteur de recherche de Microsoft qu'ils ont créé pour, à l'époque, Internet Explorer, qui bon, n'existe plus aujourd'hui, et maintenant pour Edge, Microsoft Edge. Donc ses gros avantages, c'est quoi? Bon, il a déjà un peu tous les avantages de Google, même s'il est moins pertinent, offre moins de filtres, il est aussi légèrement moins rapide. La rapidité, pour ce qui concerne les moteurs de recherche, c'est la différence est très minime. C'est vraiment de l'ordre du milliseconde ou de la seconde. Il peut être plus rapide à, par exemple, une seconde près. Mais ça reste un critère. Ses avantages à lui, ça va être la recherche visuelle et les intégrations de l'IA. Donc, quand vous avez un compte Bing, que vous êtes connecté à Bing, il y a pas mal d'options qui sont liées à l'IA. Pendant un long moment, ils étaient liés directement à ChatGPT, donc l'IA la plus connue, pour certains éléments de recherche, pour trier les recherches. Et leur outil de recherche visuelle, donc la recherche visuelle, c'est quand on prend une image par exemple, et qu'on envoie cette image-là au moteur de recherche, plutôt que d'écrire quelque chose, il va faire une recherche par rapport à l'image en question. Donc ça, c'est aussi très poussé sur Bing. On a Yahoo. Donc Yahoo, tout comme pour les mails, aujourd'hui Yahoo pour les recherches, c'est plus très utilisé. Il y en a qui l'ont toujours installé sur leur navigateur, mais c'est aujourd'hui très peu utilisé quand même. Donc c'est un ancien moteur qui aujourd'hui est aussi lié à Bing. Pendant un long moment, ils ont eu un long partenariat où les deux fonctionnaient ensemble. Et son seul avantage qu'on pourrait mettre, c'est que effectivement l'interface est très simple. Mais ce n'est pas le navigateur que je vous conseillerais si vous voulez faire des recherches. On a Quant. Donc, lui, sa particularité, c'est le respect de la vie privée. Donc, il va énormément filtrer tout ce qui est pub pour ne pas être biaisé dans nos recherches. Donc, tout ce qui est pub, il ne va pas le mettre en avant, voire même ne pas l'afficher du tout. On voit sur certaines recherches, si on va sur Google, on va chercher, encore une fois, comme tout à l'heure, nom de domaine, achat. On a ici résultats sponsorisés. Pourquoi? Et on voit c'est LWS ici. Donc on voit que cette première page-là, eux, ils ont payé pour être mis en avant. Ça, sur compte, ils ne l'acceptent pas. Tu ne peux pas payer pour être mis en avant. Ta mise en avant va se baser sur les différents critères de leur algorithme et sur la pertinence de l'information que tu vas fournir. Donc c'est un des gros avantages de Quant et de certains navigateurs qui sont en dehors des grosses entreprises. Donc Quant, lui, c'est le respect de la vie privée et ses points forts, c'est qu'il ne trace pas les utilisateurs. Vu qu'effectivement aucune donnée de pub n'est mise en avant, très peu de données sont tracées par l'utilisateur. Quand on reçoit des pubs sur notre navigateur, sur nos applications, ainsi de suite, c'est parce que les données sont tracées. On sait quelle pub va vous intéresser, on sait quelle pub va ne pas vous intéresser, quelle pub va vous faire cliquer, quelle pub va vous mettre... il faut vous mettre en avant. Donc il y a ces différentes options-là qui ne sont pas inclus dans compte parce qu'ils respectent la vie privée et qu'ils ne tracent pas les utilisateurs. Donc c'est l'un de ces gros points forts. On a DuckDuckGo qui est intégré par exemple à Brave et à d'autres navigateurs un peu moins connus qui, eux, ont la particularité de faire vraiment aucune collecte de données. Là où Quant, il va collecter les données, mais il va les anonymiser et ne pas les partager. DuckDuckGo, lui, ne va pas du tout collecter de données. Donc ça renforce vraiment l'aspect vie privée au maximum. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de données qui sont envoyées pour la publicité ou autre, et il n'y en a pas de données même tout court liées à l'utilisateur qui sont envoyées. On a Ecosia, donc c'est un navigateur surtout orienté vers l'écologie. La majorité de leurs fonds, c'est une très grosse partie de leurs fonds, qui sont générés grâce à leur navigateur, ils vont les reverser à des associations et des organisations qui sont liées à l'écologie. Donc, ils ont souvent ce terme-là qui revient sur leur navigateur, c'est pour chaque recherche, un arbre est planté. Bon, je ne sais pas si c'est réellement un arbre qui est planté pour chaque recherche, ça ferait beaucoup d'arbres quand même, mais, effectivement, une chose est sûre, les fonds qu'ils génèrent sont en partie reversés pour faire planter des arbres, des plantes ou pour aider dans le combat de l'écologie.
Donc c'est ça leur gros point fort. Sinon, à part ça, il fournit des outils, il fournit à peu près la même chose que n'importe quel de ces navigateurs-là. Et on a des navigateurs un peu moins connus, en tout cas chez nous. On a Yandex en Russie et on a Baidu en Chine. Donc c'est des navigateurs qui sont très connus dans leur pays, mais vraiment en dehors du monde, ils ne sont pas très utilisés. Pourquoi? Parce que très souvent, ces navigateurs-là vont avoir une opinion. Plutôt que de donner l'information sans mettre d'opinion en avant ou de mettre des informations en avant, ils vont être biaisés en fait sur leurs résultats de recherche. Donc c'est des moteurs qui sont locaux et qui dominent leur marché et qui sont adaptés vraiment à leur propre marché. Donc c'est très courant, surtout dans les pays d'Asie, où ils ont leur équivalent de Google, équivalent de Facebook, équivalent de ci et de ça, pour être adaptés le plus possible à leur marché. Donc, on va repartir maintenant sur notre interface des navigateurs. On va chercher google.com, on va aller sur Google. Donc là, on est ici sur l'interface de Google. Toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions à émettre dans le chat du cours. Donc, je vais lire au fur et à mesure. Donc, on a notre interface ici de Google. Bon, elle va peut-être être un peu différente de votre côté chez vous parce que ici, on est sur Microsoft Edge. Donc, tout ce qui est au-dessus là, ce n'est pas réellement Google, mais tout ce qui est juste à cette partie-là, c'est la même page que l'on aura. Donc, sur notre navigateur Google, ici, quand on arrive sur la page de garde de Google, on a des options qu'on a revues plusieurs fois dans les autres outils de Google. Gmail, Google Images pour les recherches d'images, les différents outils de Google, parce qu'encore une fois, Google, c'est un écosystème. Les options liées à notre compte, on peut en ajouter, supprimer ou gérer notre compte, mais ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est cette partie-là. Donc notre barre de recherche. Donc c'est ici qu'on va faire toutes nos recherches. Donc on voit déjà qu'il va nous proposer les recherches qu'on a fait récemment et les recherches qui sont les plus populaires. On peut voir ici, évidemment, si vous suivez les actualités, Paul Biya ici, c'est l'une des recherches les plus populaires en ce moment sur Google dans notre zone géographique, donc en Afrique ou dans la sous-région au Gabon. On peut faire la recherche par commande vocale, donc ici la recherche textuelle, la recherche par commande vocale aussi, donc si vous avez un micro sur votre appareil, vous l'activez et plutôt que d'écrire, vous allez parler et il va retranscrire la voix en texte. Ça peut être pratique si on veut gagner en temps. On a la recherche ici par image, donc plutôt que d'utiliser la voix pour générer du texte ou un texte directement, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui proposer une image et il va faire une recherche liée à cette image-là. On peut faire l'exemple ici, je pense qu'on a... si on regarde les images, cette image-là de GapTrotter, on va ouvrir, il va l'importer, il va chercher, il va aller chercher directement l'image ici. On voit que l'aperçu IA de Google va nous dire que le logo dans cette image est celui de GapTrotter, une organisation gabonaise basée à Port-Gentil et toutes les informations qui y sont liées. Donc ça peut être très pratique si on a juste une image, on ne sait pas réellement ce qu'on veut chercher, mais on a au moins une image qui va nous permettre qui va être une base pour nos recherches. On revient ici, on a donc la recherche par texte, la recherche par la voix, la recherche par image aussi, et on a le mode IA. Le mode IA, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre, tout comme ChatGPT, de discuter directement avec le moteur de recherche. Donc on va lui dire directement ce qu'on va rechercher, et il va nous donner les informations liées à nos recherches. On a encore une fois recherche Google ici, et on a une option qui est sur ce que je pense parmi vous peu de gens utilisent, c'est j'ai de la chance. Je vais juste cliquer ici. Et avant, il mettait quoi? Avant, il mettait, quand tu cliques sur J'ai de la chance, il mettait une recherche aléatoire. Aujourd'hui, il peut vous permettre de bénéficier de quelques formations de Google, quelques événements liés à Google et quelques données supplémentaires. Donc ça peut être assez pratique, qui fournissent aussi certains outils. Mais bon, ça c'est vraiment plus de la pub liée à Google. Alors Stéphane Kanga, est-ce que vous nous conseillez d'utiliser le mode IA des moteurs de recherche? Alors on a une partie réservée exclusivement à ça juste après, on va aborder. Donc on va voir les avantages d'utiliser le mode IA des moteurs de recherche et le gros désavantage. Donc dans ce moteur de recherche ici, tout comme sur notre explorateur Windows ou notre explorateur Drive, notre barre de recherche Drive, on peut ajouter des filtres. Donc généralement quand on cherche quelque chose, par exemple je veux parler du tourisme au Gabon, je vais juste mettre tourisme Gabon. Je vais faire ma recherche et les informations vont s'afficher. Elles seront généralement suffisamment pertinentes.
je le redis ici, mais quand vous faites des recherches sur Google ou sur un autre navigateur, faites des recherches par un mot-clé. Parce que sur les sites, ce que le bot va chercher pour indexer les sites, c'est les mots-clés. Si vous écrivez une phrase, par exemple, ici on a mis tourisme Gabon, on va avoir des contenus pertinents. Vous allez par exemple écrire je recherche des informations liées au tourisme au Gabon. Il peut trouver des éléments, mais ce n'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que vous allez donner trop d'informations qui sont inutiles. Tout le reste de la phrase là, on peut juste récupérer les mots-clés qui sont importants dans notre recherche pour peaufiner notre recherche. Donc là, c'est une recherche standard. Mais on peut utiliser des opérateurs liés à Google ou à d'autres navigateurs pour filtrer nos recherches un peu plus. Si on revient ici dans nos opérateurs de recherche, on peut utiliser, les opérateurs de recherche sont des symboles ou mots-clés qu'on ajoute à la requête pour affiner les résultats. On a ces premiers opérateurs-là ici qu'on va chercher, qui va nous permettre, dans le cas de tourisme au Gabon, de chercher l'expression exacte. Donc le mot, on va chercher les éléments qui reviennent avec exactement notre recherche. Si on revient sur tourisme au Gabon ici et qu'on ajoute, c'est quelle touche? Voilà. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. Ici, il va, bon, dans notre cas ici, il va nous mettre des états qui sont assez similaires, mais il va chercher exclusivement les pages et articles, les blogs qui vont contenir explicitement ce mot-là, tourisme Gabon. Tous ceux qui ne vont pas le contenir, même s'ils sont plus ou moins liés, ils ne vont pas s'afficher ici. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut ici, c'est tourisme Gabon. C'est ça qui nous intéresse. On a d'autres opérateurs comme pour l'exclusion ici. Donc, on met juste un moins. Je prends le cas, par exemple, ici. Imaginons que je cherche un travail au Gabon. Donc, je mets job Gabon. Donc, on voit ici qu'on a plein de pages qui vont s'afficher. Emploi.ga, LinkedIn, 8jobs, Alt Emploi, beaucoup d'options. Mais imaginons, par exemple, que je ne veux pas tout ce qui est lié à emploi.ga. Je vais mettre espace, le signe moins ou le tiret, emploi.ga. Et là, ici, on voit que tout ce qui est lié à emploi.ga, il est enlevé. Si on scrolle ici, il ne nous propose plus emploi.ga et tout ce qui est lié à emploi.ga directement. Donc, il va filtrer toutes nos recherches pour exclure cette information-là. Donc, tous les sites qui parlaient d'une offre d'emploi liée ou reliée directement, liée indirectement ou directement à emploi.ga, il va les enlever. Si on revient sur nos différents filtres, on a site 2 points. Donc, on a un exemple ici, c'est site 2.ga budget. Donc ici, on va faire des recherches uniquement liées à un site en particulier. C'est-à-dire que je veux faire une recherche, par exemple, je veux parler de la recherche avec l'informatique. Je veux prendre les résultats qui sont filtrés, qui sont uniquement disponibles sur le site de Gabon Media Time, par exemple. Donc un média gabonais. Je veux voir tout ce qui concerne l'informatique dans Gabon Media Time. Je vais pouvoir mettre site, le nom du site que je veux et le sujet de ma recherche. On a ici site .ga budget. Je vais mettre ici site . Donc, je ne suis pas obligé de mettre un nom de domaine complet. Je peux très bien mettre juste une terminaison de nom de domaine, donc .ga, et dire que je cherche tout ce qui est lié au budget dans les sites qui finissent en .ga. Je vais rechercher et on voit ici que toutes les recherches qu'il va nous donner finissent par .ga, 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 parce qu'on a filtré notre recherche. Et là, on voit ici donc qu'on peut voir que pour celui qui concerne le budget, on a le ministère de l'économie, des finances, direction générale, peu importe, ça ne nous intéresse pas, c'est juste pour un exemple. Si on revient, on a donc les types de fichiers. Donc on va encore voir deux. Donc les types de fichiers ici, donc file type, c'est tout comme quand on faisait nos recherches sur notre explorateur de fichiers Windows. On pouvait filtrer les documents qu'on cherchait. Si on cherchait des documents PDF, on pouvait filtrer en cherchant uniquement les points PDF. Si on cherchait les points texte ou les points Word pour les points docx pour Word, on pouvait les filtrer directement. Et on peut faire la même chose sur notre navigateur. Donc ici, on va prendre le cas où, toujours dans site.ga.budget.ga, on cherche les budgets. On va mettre au début file type, deux points, on va mettre .pdf. Alors, je mis... Je vais corriger un peu ma recherche. Voilà. Donc, file type 2.pdf. Et là, on voit ici qu'on a toujours tout
tous les résultats de recherche liés au sujet qui est le budget, qui sont contenus ou qui proviennent de sites finissant par .ga, mais qui sont des types PDF. On peut regarder ici à droite que c'est uniquement les PDF qui seront là. Donc si on clique, maintenant qu'il recherche, on a le lien ici donc de leur rapport, donc le numéro du rapport ici, .pdf qu'on peut directement télécharger. Donc, quand vous voyez le .pdf ici, c'est que soit vous avez à partir de cette page directement accès au PDF, soit vous avez accès au lien de téléchargement vers ce PDF-là. Donc, si vous cliquez et que ce n'est pas directement le PDF qui s'affiche, c'est qu'on vous donne, en fouillant dans le site, vous allez pouvoir avoir le lien qui vous ramène vers le bon PDF. Donc, on voit ici on peut filtrer en même temps le site, le sujet que l'on veut, le type de site sur lequel on veut récupérer ce sujet-là, et le type de fichier que l'on veut. J'ai apparemment un décalage entre le son et la vidéo. Bon, si c'est votre connexion qui bug un peu, si votre connexion ne bug pas du tout, déconnectez-vous et reconnectez-vous et Zoom va recalibrer le son et la vidéo. Mais si ça bug toujours, c'est qu'effectivement là c'est votre connexion qui bug. Existe une façon d'accéder à tous les opérateurs disponibles d'un moteur de recherche? Si oui, comment procéder? Alors c'est très simple. On est sur Google, on a une question, on va demander à Google. On va chercher juste opérateur de recherche Google. Merci. Et on a par exemple ce site ici, là, Kinsta, qui va lister les différents opérateurs. Donc on va regarder, voilà, il liste ici, le terme de recherche, or, and, le moins, étoile, parenthèse, define, il y en a énormément, plus de 40. Nous ici on ne va pas évidemment regarder tous les 40, mais on en a vu certains. On voit ici le file type qu'on a utilisé plus tôt, il est juste ici, avec des descriptions. Donc ce lien-là, je vous le copie aussi dans le chat de la réunion du cours. Donc, on a les if ici pour chercher l'expression exacte. On a le moins pour exclure un mot. Site point pour rechercher dans un site précis ou un type de site précis. File type pour chercher un type de fichier précis. On a le OR ici. Donc, ça va nous permettre de faire un résultat qui contient l'un ou l'autre des éléments que l'on veut chercher. On voit ici dans l'exemple là, on cherche éducation, on met école, OR, université. Il va nous mettre tout ce qui est lié à l'école. Il va nous mettre des résultats de recherche qui sont soit liés à l'école, soit à l'université, en fonction de ce qu'il va trouver. On a le InTitle ici. C'est un opérateur de recherche qui va chercher directement si dans le nom du site, le titre du site ou de l'article, il y a l'élément que je veux rechercher. Donc on va copier notre exemple qui est ici, transition énergétique. On va le mettre là. Et il va nous montrer exclusivement les sites dont le titre contient ou sont transition énergétique. Donc on voit ici transition énergétique, transition énergétique, transition énergétique, transition énergétique. On n'a pas de résultat qui est biaisé par d'autres éléments. Tous contiennent transition énergétique. Et on peut bien sûr pousser nos filtres plus loin et rajouter les autres qu'on a vus. Site.ga et on va voir tout ce qui est lié au site en .ga qui concerne la transition énergétique. On voit ici que bon, effectivement, il n'y a pas énormément d'informations. On a related ici, donc c'est tout ce qui est similaire à une source qui est donnée. Donc si on prend ici related.unesco.org, on va recevoir ici les résultats qui sont similaires à ceux qu'on va trouver sur le site de l'UNESCO par exemple. Donc, si je copie cet exemple-là, voilà, donc on va ajouter un élément de recherche, on va parler de éducation. Ah, je ne suis pas sur Google là, excusez-moi, je suis sur Bing. On va repartir sur Google. Donc, toutes les sources qui vont être similaires à l'UNESCO pour ce sujet-là vont s'afficher ici. Donc, ça peut être l'UNESCO directement, ça peut être les sous-sites de l'UNESCO, ça peut être les organisations qui sont liées à l'UNESCO directement. Donc, il y a énormément encore d'opérateurs disponibles. On a vu qu'il y en a plus de 40. On en a juste testé quelques-uns ici. Donc, je vais vous laisser continuer les recherches de votre côté pour effectivement approfondir vos connaissances de ces opérateurs de recherche. Donc, je pense que en connaître 4 ou 5 par cœur, c'est suffisant. Notamment le tout premier ici, l'exclusion.
le site pour 2 points, le type de fichier et le in-title. Ça peut être suffisant. Ces 4-là, ou ces 5-là peuvent être très suffisants pour pouvoir peaufiner vos recherches. On va faire maintenant une comparaison assez rapide de ces différents moteurs de recherche. Donc, on va faire une requête qui va être par exemple l'impact du numérique sur l'éducation en Afrique. On va voir qu'est-ce qui va être mis en avant. Donc on a fait la recherche en amont et on va énoncer qu'est-ce qui a été le plus mis en avant par ces différents moteurs de recherche. Donc cette recherche-là, impact du numérique sur l'éducation en Afrique, Google, lui, qu'est-ce qu'il nous a fourni? Il nous a fourni des actualités d'articles, des articles d'actualité. Il nous a fourni des sources venant de Wikipédia et de l'UNESCO. On ne va pas détailler pourquoi il a fourni ces différents éléments pour l'instant, on va revenir après. Bing avec Copilot, donc Copilot c'est la version IA qui intègre l'IA de Bing, il nous a fourni un résumé de la situation liée à notre requête, plus des sources éducatives. On a l'autre navigateur DuckDuckGo qu'on a vu plus tôt, qui va nous donner un résultat neutre et sans pub. Pourquoi c'est important de préciser que neutre et sans pub c'est lié? C'est parce que quand on met un contenu en avant, le fait qu'il soit une publicité, donc qu'il ait été payé pour être mis en avant, ça biaise déjà le résultat. C'est-à-dire que qu'il soit plus pertinent qu'un autre ou pas, c'est pas important parce qu'il a été mis en avant automatiquement. Donc l'avantage de ces navigateurs-là, c'est qu'il va avoir des résultats neutres parce qu'il n'a pas de pub. Et on a Perplexity.ai, ça on en reviendra plus dessus lors du prochain cours. C'est un moteur de recherche directement qui intègre pleinement l'IA, qui est littéralement une IA. Donc il va nous faire une réponse rédigée et il va citer toutes les sources qui sont liées à ces réponses. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer là déjà? Google, lui, met en avant les sites qui sont populaires. Les articles d'actualité, parce qu'on en parle beaucoup. Wikipédia, parce que c'est l'un des sites les plus consultés dans le monde. Et le site de l'UNESCO, parce qu'ils sont directement concernés par ce sujet-là et que ce sont les plus populaires dans ce sujet-là. DuckDuckGo, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et Brave aussi, celui dont on a parlé lors du cours précédent. Ils vont privilégier les sites neutres et sans pub. Donc, en dehors de lui-même ne pas intégrer les pubs dans le navigateur et dans les recherches, il va chercher les sites qui, eux, non plus, ne mettent pas en avant des publicités. Donc, on a Perplexity, lui, qui va expliquer directement et citer ses sources. C'est-à-dire que Perplexity, lui, il ne va pas nous lister les différents sites qui parlent du sujet. Il va faire un résumé de tous ces éléments-là. Il va nous expliquer le résumé, il va le rédiger un résumé, et il va citer les sources qui expliquent pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit ça. Donc on voit que chaque navigateur a ses propres critères pour nous afficher des résultats, et qui peuvent être plus ou moins biaisés en fonction de certains critères. Donc si on revient un peu sur une analyse critique, on va détailler ici Google, Bing, avec Copilot et son Copilot, DuckDuckGo, Perplexity, Quant, dont on a parlé plus tôt, Ecosia et Brave Search. Donc, en termes de rapidité, une chose est claire, Google bat tous les navigateurs. Pas les navigateurs, Google bat tous les moteurs de recherche. Donc on est noté ici sur 4 étoiles. Donc Google, lui, bat tous les moteurs de recherche. Si on regarde du côté des autres, Bing, lui aussi, est très rapide, 3 étoiles. DuckDuckGo est un peu moins rapide. Effectivement, ils ont moins de capacité en termes de serveurs et de performance. Perplexity aussi, eux, ils sont très rapides. Quant, Ecosia, ainsi de suite. Ils sont tous plus ou moins rapides. La différence entre 3 étoiles et 4 étoiles est vraiment très minime. Mais la différence entre 4 étoiles et 2 étoiles, c'est déjà un peu plus visible. On a la clarté des résultats. Donc Google, en termes de clarté des résultats, si on ajoute l'IA, c'est plus ou moins clair. Donc on a 3 étoiles sur 4. Là où Bing, la clarté des résultats avec l'intégration de l'IA est très claire. Donc on sait très clairement les résultats qu'il nous a envoyés et ils sont très souvent très pertinents. Du côté des autres, DuckDuckGo est un peu moins clair dans son affichage des résultats, là où les autres, on va dire que ça peut être entre 3 et 4 étoiles. Notamment Perplexity, lui, qui est très pertinent. Pourquoi il est pertinent? Parce qu'il a un très bon raisonnement, il va comprendre la recherche, il va comprendre les intentions de la recherche, il va comprendre ce que tu veux réellement voir, il va afficher les sources, il va les expliquer. Donc, on a aussi la neutralité. Donc c'est l'absence de pub ou de biais qui peuvent influencer la neutralité au nom du navigateur. Google est très peu neutre, notamment à cause des pubs et des contenus qui sont mis en avant automatiquement. Bing aussi, c'est la même situation. DuckDuckGo, on l'a vu plus tôt, lui, il n'intègre pas les pubs et il ne met pas en avant les sites qui ont les pubs dans les recherches qui sont importantes. Perplexity, il est entre les deux. Ça veut dire qu'il a effectivement des résultats qui sont sponsorisés, donc des pubs, mais il est toujours plus pertinent que les autres sur sa neutralité. Et pareil pour Quant, qui est aussi très privé, donc qui n'intègre pas de pub, Ecosia aussi, et Brave Search aussi, qui est très avancé sur ce sujet. On a la présence ou l'intégration de l'IA.
Ça va être soit pour peaufiner la recherche, soit pour avoir un résumé des résultats qui ont été récupérés de Google. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à lire tous les sites, tous les liens qui vont s'afficher un à un, il va récupérer lui-même automatiquement et nous faire un résumé de la situation. Donc l'intégration du côté de Google, excellente. Enfin, quasiment excellente. 4 étoiles sur 5, c'est très bon. Bing et Copilot aussi, très bon aussi. DuckDuckGo, sa version IA est assez limitée parce qu'effectivement, ils ont moins de ressources, moins d'argent littéralement pour peaufiner leur IA et peaufiner leur serveur pour faire tourner cette IA. Perplexity, eux, c'est les meilleurs sur ce domaine-là, en termes d'intégration de l'IA dans les recherches. Pourquoi? Parce que c'est littéralement une IA conversationnelle qui intègre la recherche. Donc tu discutes avec ton moteur de recherche. Donc 5 étoiles sur 5. Quant un peu moins, parce que il n'intègre pas du tout la recherche. Ecosia, il n'y a pas du tout d'IA. Et Brave Search, c'est plus ou moins le cas, mais encore une fois, il est moins bien que Perplexity, Bing ou Google dans ce domaine-là. On a ensuite le respect de la vie privée. Du côté de Google, vous pouvez être sûr, c'est zéro. Respect de la vie privée du côté de l'outil de recherche. Bing et Copilot, c'est un peu mieux. DuckDuckGo, on en a parlé, c'est vraiment son fer de lance. Il respecte énormément tout ce qui est vie privée et informations qui circulent. Pareil pour Perplexity, c'est déjà plus sécurisé que Google et Bing, qui collectent moins d'informations, il fait transiter moins d'informations vers son serveur et les serveurs tierces, mais ce n'est pas non plus le meilleur dans ce domaine-là. Pour compte aussi, on l'a vu tout plus tôt, c'est beaucoup mieux. Ecosia aussi, c'est beaucoup mieux. Brave Search aussi, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que eux, leur fer de lance comme argument pour l'intégration de la recherche de leur côté, c'est qu'ils sont libres. Ils ne mettent pas en avant les pubs, ils ne mettent pas en avant les contenus qui sont biaisés. Donc c'est tout ce qui fait que tous ces aspects-là se regroupent dans la partie vie privée. Ils ne vont pas non plus collecter, vu qu'ils ne font pas de pub, ils ne vont pas non plus collecter d'informations parce que ça ne leur servirait à rien. Ils ne font pas de pub, ils ne collectent pas d'informations publicitaires. On a la qualité des sources. Du côté, on va aller un peu plus vite, du côté de Google, Bing et Perplexity, la qualité des sources est généralement très bonne. C'est dit explicitement et les sources sont automatiquement classées pour savoir quelle est la plus fiable, quelle est la moins fiable. On a l'interface utilisateur. Du côté de l'interface utilisateur, les plus petites entreprises ou les projets communautaires ont beaucoup moins de facilité avec cet aspect interface ici. Donc pour Google, Bing et Perplexity, c'est très bon. Compte aussi, ils ont un peu plus de budget, c'est aussi très bon. Pour les autres qui ont beaucoup moins de budget ou beaucoup moins juste d'intérêt à se consacrer sur cet aspect-là, c'est un peu moins bien. On va passer sur l'accessibilité mobile et app, ça on va pas s'attarder dessus. Et on a l'éthique et l'impact écologique. Google, c'est zéro en termes d'impact écologique. Et ils ne s'en cachent pas. Pareil pour Google, pour Bing avec Copilot. DuckDuckGo, c'est déjà beaucoup mieux. Perplexity, pas trop non plus. Et c'est pas que c'est pour toutes ces entreprises, c'est pas que c'est volontaire. C'est que l'IA, c'est un problème, pose plein de problèmes écologiques. Et le fait de l'intégrer autant va forcément avoir un impact écologique. Compte aussi donc un peu moins. On a Ecosia qui se veut être le meilleur dans ce domaine-là. Donc il n'a pas 5 étoiles non plus, mais il se veut être le meilleur. Parce que lui, à chaque recherche ou chaque fonds généré, il va l'utiliser pour planter des arbres ou pour faire des dons à des associations liées à tout ce qui est écologie. Donc on va finir notre cours sur tout ce qui est intégration de l'IA dans la recherche moderne. On va voir pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien aussi. Donc déjà, l'intelligence artificielle dans la recherche permet aux moteurs comme Google, Bing ou Perplexity de comprendre le sens d'une question et d'y répondre directement, plutôt que simplement afficher une liste de liens. Il y a encore quelques mois, ou même un ou deux, Google, quand on faisait une recherche, c'était uniquement une liste de liens. À toi de te débrouiller pour trouver le lien qui t'intéresse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il va toujours t'afficher cette liste de liens, mais il va aussi mettre un résumé généré par IA à partir de toutes les informations qu'il a récupérées dans ces différents liens. Donc, avant, Google faisait des recherches par mots-clés. Aujourd'hui, il fait une recherche par intention. Donc, il comprend ce que tu veux vraiment savoir, en fonction de comment tu as formulé ta requête ou des mots-clés que tu as utilisés, ou encore de plein d'autres éléments qu'il a collectés au fur et à mesure de ton utilisation de Google ou des services Google. On prend un exemple ici. Tu poses une question. Quels sont les effets du sport sur le cerveau? Le moteur IA il va analyser le sens global, pas juste les mots. Donc l'avantage ici, c'est que avant, le système de recherche par mots-clés
ne mettait pas en avant, n'était pas pratique si on composait des phrases. Aujourd'hui, les moteurs de recherche liés à l'IA, plutôt qu'aux mots-clés, comprennent très bien les phrases. C'est-à-dire qu'ils comprennent le sens derrière ta recherche, de ce que tu as demandé. Donc le moteur d'IA, il va analyser le sens global et pas juste les mots. Il va chercher des sources fiables, il va synthétiser toutes les réponses en forme de texte, avec parfois des résumés. Donc il va ajouter des résumés, des sources citées, des liens contextuels, des images générées automatiquement pour certains navigateurs. Donc à partir de ce que tu as demandé, il va pouvoir prendre le temps de ta recherche, ce que tu veux vraiment savoir, et il va personnaliser les résultats ici. Donc c'est aussi un gros avantage. Et ça a quelques problèmes, on va y revenir. Donc si on regarde du côté des moteurs classiques, donc les moteurs qui n'intégraient pas encore l'IA et ceux qui intégraient l'IA, donc les types de résultats, pour les anciens, c'était la liste de liens uniquement. Aujourd'hui, c'est réponse complète plus source, donc un résumé complet avec les sources, plus la liste de liens encore. En termes de compréhension, les anciens moteurs comprenaient juste les mots-clés. Aujourd'hui, ils comprennent les mots-clés, les phrases et le sens même de la question que tu vas leur poser. En termes de rapidité d'analyse, les anciens moteurs étaient assez faibles pour analyser les informations. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu plus tôt, eux, ils se contentaient de mots-clés. Ils n'avaient pas de réel système derrière qui permettait de comprendre l'intention et d'analyser précisément ce que l'on veut. Aujourd'hui, l'IA permet des outils d'analyse qui sont extrêmement rapides et souvent extrêmement précis. Donc, c'est très élevé. En termes d'interaction, il n'y avait aucune interaction possible avec les navigateurs à l'époque. Il te met la liste, tu cliques sur la liste, tu rentres dans le site. C'est tout. Tu rentres ou pas dans le site. Aujourd'hui, on peut, grâce à ces résumés, on peut pousser la conversation plus loin. On a eu le résumé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir poser une autre question, toujours liée à ce résumé ou toujours liée à cette recherche, et il va continuer le fil des discussions. Ensuite, le risque d'erreur maintenant. C'est là où l'IA pêche un peu. Il y avait très peu de risques d'erreur sur les recherches des moteurs classiques. Pourquoi? Parce qu'il t'envoyait des liens directs liés aux mots-clés. Donc, il ne faisait pas d'analyse lui-même. C'était basé sur un algorithme très précis. Aujourd'hui, l'IA aussi, c'est des algorithmes qui sont assez précis, mais il y a toujours ce risque d'hallucination lié à l'IA. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais plus l'IA va avoir d'informations, plus il pourrait être biaisé, ou alors plus il pourra juste être analysé, parce que on l'a vu plus tôt, tous les systèmes informatiques peuvent avoir des erreurs. Donc c'est très rare du côté des IA aussi, mais ça arrive. Donc, je prends un exemple, c'est très rare de se faire frapper par la foudre, mais pourtant il y a des gens qui meurent parce que ils ont été frappés par la foudre. Donc ça ne veut pas dire que le risque est inexistant, c'est juste qu'il est très rare. Donc, les bonnes pratiques qu'on peut avoir sur ces points-là, c'est de, quand on utilise les moteurs liés à l'IA, toujours vérifier les sources qui sont citées par les IA, ne pas recopier juste sans lire, c'est ce que beaucoup font. Ils vont faire une recherche sur Google, ils vont même faire des fautes dans leur recherche, ils vont pas savoir vraiment ce qu'ils vont chercher. Google va leur proposer un résumé vite fait, ils vont le lire, ils vont le croire sur parole, ils vont copier, ils vont partager ça sur Facebook en disant que oh, vous vous rendez compte, voici ce qui se passe en ce moment au Gabon. C'est ce que même vous avez peut-être remarqué, si vous vivez en dehors du Gabon, à certains moments, vous allez faire des recherches sur le Gabon, vous allez croire que c'est même la guerre au Gabon, quelque chose de grave qui se passe au Gabon, parce que quoi? La recherche était mal faite, l'IA elle était influencée, et il y a une part d'hallucination, donc c'est pas forcément pertinent. Donc on vérifie nos sources et on vérifie aussi le contenu avant de le lire. Et ensuite, l'IA, elle ne doit pas remplacer notre réflexion critique. Donc, c'est pas parce que l'IA a dit que c'est vrai. C'est pas parce que l'IA a dit qu'il y a la guerre au Gabon que on est au Gabon. Il n'y a pas la guerre, que c'est vrai. Donc, il faut pas que l'IA, il faut pas que l'IA vous empêche d'avoir une réflexion critique. Alors, comment ça, hallucination? L'IA va avoir toujours des critères d'hallucination. Je reviens dessus. Plus il y a d'informations, plus elle peut être biaisée, encore une fois, et plus l'algorithme aussi peut faire des erreurs. Donc au moment où il fait des erreurs, il va avoir ce qu'on va appeler de l'hallucination. Ce n'est pas réellement qu'il va réimaginer quelque chose de faux, c'est qu'en fonction des différents critères, il va faire une petite erreur qui va changer le résultat qui va t'afficher. Si vous parlez avec ChatGPT, bon c'est un peu moins le cas aujourd'hui, si vous parlez avec ChatGPT pendant des heures, de plein de sujets différents, et vous allez lui poser, tu te rappelles de ce qu'on a parlé il y a 2 jours? C'est pas assez précis. Tu te rappelles quand on a parlé, par exemple, d'il y a 2 jours, je sais pas, des élections présidentielles en Égypte. C'est un exemple qui m'est venu comme ça. Il va fouiller dans ses recherches. Il va fouiller le fait que, bon, il y a un an, on a parlé de l'Égypte. Il y a 2 mois, on a parlé du président de l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, c'est deux sujets totalement différents. Il va me lier ces données-là, si elles ne sont pas assez précises, et
il va te donner un résultat. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il a halluciné. Donc c'est ça quand on parle d'hallucination. Et ça arrive très souvent parce que plus il y a de données, plus il y a de choses à traiter, plus il peut se tromper. Alors, je voudrais savoir si le dark web est illégal. Alors, le dark web en lui-même n'est pas illégal, mais ce qui se trouve sur le dark web est très souvent illégal. Donc, si vous arrivez à accéder au dark web, donc c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement compliqué, avec les bons outils, les bons navigateurs, vous pouvez accéder. Encore une fois, là vous allez accéder au deep web, c'est pas réellement le dark web. En poussant un peu plus loin, vous pouvez accéder au dark web. Donc il y a différents niveaux de, on va dire, de noirceur de la recherche. Vous pouvez tomber sur des éléments qui sont quasiment, dans une grande partie, illégaux, hein. Tout ce qui est fraude, ça va être là-bas. Tout ce qui est crime, ça va être là-bas. On avait déjà eu, j'avais eu lors d'un précédent cours, on avait fait des recherches. On a vu qu'avec, pas dans cette formation-là, mais dans d'autres formations, que sur le dark web, tu peux chercher là où aujourd'hui, quand on tape sur Google Live, on va voir les lives Facebook, des gens qui rigolent, qui parlent de sujets, les lives Twitch, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Eux, de leur côté, ça va être de la vente d'armes, des lives de personnes qui vont être, bon, patients même sensibles, qui vont être tués en live, agressés en live. C'est tout ce qui va être contenu dans le dark web. C'est pas le dark web en lui-même qui est légal, c'est les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, on continue. On va parler encore vite fait du fact-checking. On va pas trop détailler. Ça, on n'a malheureusement pas assez de temps. On s'est beaucoup égaré sur les autres sujets. On reviendra encore dessus sur le prochain cours. Donc, le fact-checking est la vérification de l'information. Donc, c'est apprendre à identifier une fausse information, savoir filtrer et croiser nos recherches pour vérifier les sources, découvrir les plateformes qui sont fiables pour vérifier nos sources et pour savoir si elles sont réellement réelles ou pas. Et on va apprendre à développer un réflexe d'esprit critique face à ce qu'on lit et surtout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas croire ce qui se passe à la télé. Ils vont dire que oui, non, les médias nous mentent. Mais quelqu'un va venir taper que oui, quelqu'un a caché 15 milliards chez le boutiquier dans tel quartier. Parce que ça a été dit sur YouTube, beaucoup, par crainte de se dire que bon, les médias nous mentent, les médias internationaux nous mentent, vont aller croire tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Donc, le fait de faire du fact-checking va nous permettre de vérifier si effectivement l'information est réelle ou fausse. Alors, les coupures de courant ne nous aident pas, j'ai manqué tout le cours. Pas de souci, l'enregistrement là est là pour ça, et je pense que si l'enregistrement a un problème, il y a toujours l'enregistrement lié à Facebook. Donc, on a deux enregistrements de ce cours. Donc, il y a trois types de fact-checking, de fausses informations. La désinformation d'abord. C'est une info qui est fausse et qui est créée volontairement pour tromper. On va dire par exemple, à l'époque du Covid, le vaccin contre le Covid-19 rend fou. C'est de la désinformation. Ces sources-là ces articles-là ont été créés volontairement pour tromper les personnes qui vont le lire. Ensuite, on a la mésinformation. C'est une info qui est partagée sans être vérifiée, mais qui est partagée sans intention de nuire. On va un exemple ici. J'ai entendu dire que le président a démissionné. J'ai entendu dire. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr de cette info non plus, mais je la communique quand même. C'est un gros problème aussi. On n'est pas sûr d'une information, mais on la communique quand même. C'est ce qu'on voit beaucoup sur Facebook, par exemple. Beaucoup de gens ne sont pas sûrs d'une information. Ils vont juste la partager en masse parce que d'autres gens l'ont partagée, sans avoir jamais vérifié l'information. Ce qui fait que tout le monde se retrouve désinformé. Et enfin, on a la malinformation. C'est une info qui est vraie, mais qui est sortie de son contexte. Donc, je prends un exemple. Quand il y a des discours, des événements, des articles qui sont sortis, on va prendre seulement certaines parties de l'article ou certaines parties de la vidéo pour faire dire quelque chose qui n'est pas le message de base. C'est-à-dire que quelqu'un va parler, il va faire une vidéo, il va expliquer un sujet. On va couper certaines informations pour lui faire dire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce qui dit qui est pertinent, on va l'enlever. Tout ça pourquoi? Pour faire de la malinformation. Donc une vraie information, il parle d'un vrai sujet, mais on va le sortir totalement de son contexte. Donc avant de partager une info, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie qui parle, pourquoi il parle et de quoi il parle, et qu'est-ce qu'il veut que je pense? Parce que la désinformation va partir sur ce point-là. Si on veut créer comme ça, le doute chez quelqu'un. Donc, on va lire l'article et on va vérifier, est-ce que ce qu'il cherche à créer en moi, c'est le doute? Est-ce que ce qu'il cherche à créer en moi, c'est la peur? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la tristesse? Donc, c'est l'analyse de ces informations-là et de ce sentiment qu'on va ressentir qui vont nous permettre de décider aussi, est-ce que cet article est réel ou est-ce que c'est de la désinformation, de la mésinformation, de la malinformation? Donc, on a nos bons réflexes de vérification. Étape 1 déjà, on va vérifier les sources. Donc, c'est la méthode la plus simple.
On regarde, on voit par exemple ici que, qu'est-ce qu'on peut prendre comme article? Google a fermé. Qui a écrit ça? Pour encore l'exemple, ma source c'est mon voisin. Personne d'autre n'en a parlé, il n'y a que mon voisin qui en parle, que Google a fermé. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. En vérifiant la source, on se rend compte que c'est faux, c'est pas crédible comme source. Donc on va regarder, si on est sur un site, on va regarder d'abord le nom du site. Est-ce que ça correspond vraiment à un nom du site réel? Par exemple, si on fait nos recherches sur gabon24.tv, et on se rend compte qu'il y a une information qui est sur gabon24.com. Et en faisant nos recherches, on se rend compte que gabon24.com, c'est pas leur site. C'est pas eux, c'est pas pour eux. Donc, ça veut dire que là, peut-être, en vérifiant ce nom de domaine-là, on peut savoir si l'information est vraie ou pas parce que la personne qui nous donne l'information n'est pas crédible. Donc, on va vérifier le nom du site. Dans le site, on va chercher aussi des pages. La majorité des sites ont des pages à propos ou mentions légales. Donc, ces pages à propos, là, vont parler un peu de l'origine du site. On va parler un peu de l'origine du site et qui vont aussi préciser dans la mention légale toutes les sources légales liées au site. Donc, est-ce que si c'est une entreprise, est-ce qu'elle est enregistrée? Où est-ce qu'elle est enregistrée? Dans quel pays elle se situe? Par quelle loi ou législation elles sont soumises? Et ainsi de suite. On peut aussi très bien vérifier l'auteur de l'article ou de la source, la date et aussi la date des sources. Donc, on peut avoir un article qui parle d'une situation qui date d'il y a un mois. On voit que la date n'est pas cohérente parce qu'il en parle. La date correspond à 2 mois ou à demain, donc les dates sont incohérentes. L'auteur, lui, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou même il n'a même pas vu son vrai nom. Il a par exemple mis incognito au lieu de mettre son vrai nom, par exemple. Donc déjà, c'est des éléments qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour savoir si une information elle est vraie ou pas. Ensuite, on a le croiser les informations. Donc, on ne sait pas parce qu'un article en a parlé, même si c'est un article connu, parce que même aujourd'hui, les gros médias peuvent faire des erreurs et mettre des fausses informations, ou des informations qui ne sont pas vérifiées du moins. On va prendre un article chez un média, on va prendre chez un deuxième média, troisième média, quatre médias, et on va croiser les infos. On va voir si ceux qu'ils disent se ressemblent. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont perturbants là-dedans? Et à partir de là, on peut savoir si une information est vraie ou fausse. Parce que s'il y a trop de divergences entre ces différents articles, c'est qu'aucun d'entre eux ne connaît peut-être réellement la vérité. Donc à ce moment-là, on ne peut pas se fier à 100% à, à cet article-là ou à cette source-là. Donc on va comparer entre chaque article les textes, on va comparer les dates, les titres, les sources, et ainsi de suite, dans différents moteurs de recherche ou dans différents sites. Donc, en plus de faire dans différents sites, faites-le aussi sur différents moteurs de recherche. Faites des recherches sur Google, faites la même recherche sur Quant, sur Perplexity, faites la même recherche sur Bing, ainsi de suite, pour voir si effectivement, déjà, la source est fiable, et aussi si l'algorithme de votre navigateur n'a pas biaisé la recherche. L'étape 3 maintenant, ça peut être aussi, c'est une étape optionnelle, vérifier les images et les vidéos grâce à la recherche inversée. Donc la recherche par image ou par vidéo de Google ou d'autres outils. On l'a essayé plus tôt en mettant le logo de Gaptrotter. Ça nous a permis de voir à quoi ça correspond. On peut très bien mettre une image d'un événement. Il peut nous dire, en fonction des articles qu'il va trouver là-dedans, si c'est réellement lié à cet événement-là, de quand date cette image, où est-ce qu'elle est apparue la première fois, et ainsi de suite. Quelques informations dans ce style-là. Et enfin, on a l'analyse du ton. Les gros médias ou en tout cas les vraies sources, très souvent, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir un ton qui est neutre. Ils vont mesurer leurs paroles. Enfin, quand je parle de mesurer leurs paroles, c'est pas qu'ils vont cacher des informations, c'est que le ton et l'info et le sentiment qu'ils veulent vous faire ressentir sont mesurés. Leur but ici, c'est juste de donner l'information, pas de t'influencer. Donc on peut vérifier aussi le temps. Très souvent, vous allez voir des articles critiques qui vont dire oui, voici ce qui s'est passé, dans un temps qui va vous mettre dans le stress, qui prennent parti d'un côté de l'information. À ce moment-là, il faut se méfier de ce genre de sources-là. Coupure électrique, problème de connexion, même sur les appareils et données mobiles. Hein. C'est vraiment compliqué en ce moment à Libreville. Hein. Je vous plains vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on va s'arrêter sur ça? Qu'est-ce qu'on a comme indice? On a donc les titres choquants. Donc ça peut déjà être un signe qu'il y a un problème. On voit ici par exemple choc, le Gabon quitte l'ONU demain. Ça peut être vrai, mais ça va nous mettre le doute quand même, on va vérifier nos sources, mais on ne va pas croire une seule source. On n'a pas d'auteur clair, on a des dates absentes ou des dates qui sont anciennes, les images sont douteuses ou générées par IA, il faut aussi faire très attention à ça. Il y a l'orthographe ou la mise en page est étrange, donc il y a des petites fautes d'orthographe, ou alors la mise en page du texte est étrange.
le texte est décalé, le texte est mal indenté, le texte, les polices changent énormément, les tailles des textes ne se respectent pas, ça met déjà la puce à l'oreille. Et ensuite, on a les promesses de gains faciles. Vous allez voir beaucoup de sites qui vont vous informer d'un sujet. Quand tu scrolles un peu, tu vas tout en bas du site, il me dit, bon, tentez de gagner ci, ça, vous pouvez devenir riche dans la crypto-monnaie au Gabon en cliquant sur ce lien. Déjà, s'ils ont mis en avant ce genre de contenu sur leur site, c'est que déjà, on peut douter du site et du contenu du site en lui-même. Ok. Donc, on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Désolé de vous interrompre, j'aimerais savoir à quel moment nous pourrions utiliser la plateforme Classertif. Alors, si j'ai bien compris, la plateforme Classertif, ce sera pas pour c'est pour ce module-là. Donc, nous, notre module ici n'utilisera pas Classertif. Vous allez à un moment donné utiliser NetAcad. Donc, je pense que vous avez reçu le lien ou vous recevrez le lien un peu plus tard pour suivre une formation supplémentaire qui va compléter certains aspects. Mais Classertif, c'est pas pour maintenant. Et du moins, c'est pas sur ce cours-là, sur nos sessions à nous ici. Ça viendra juste après. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur cette partie-là aujourd'hui. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a eu? On a parlé, on a revu un peu l'authentification à multiples facteurs ou à deux facteurs et son rôle dans la protection des données. On a essayé de comprendre Internet et le web de manière très simple. On a vu comment utiliser un navigateur Internet ou faire nos recherches de manière très simple encore, avec des filtres notamment. On a appris à vérifier la fiabilité d'une information en ligne, donc le fact-checking. On a vu l'impact de l'IA sur les moteurs de recherche. Donc ici, évidemment, c'est un cours d'1h30, 1h45. On ne va pas rentrer dans tous les détails possibles. On voit différents sujets tous les jours. On ne rentre pas précisément en détail dans tous ces éléments-là. Mais ça vous met ça vous met un peu la graine de l'idée de ce que vous devez aller chercher ensuite après nos cours, dans vos différentes recherches, dans vos différentes formations. Depuis le début, je ne comprends quasiment rien de ce que vous dites, tellement les interférences et les connexions excessives de Zoom et la voix brouillée, j'étais ennuyé et éprouvé depuis le début. Ah, je suis vraiment désolé pour ça. Malheureusement, nous, on ne peut pas y faire grand-chose. Heureusement, on enregistre les cours, donc quand la connexion sera plus stable de votre côté et que le courant sera revenu, n'hésitez pas à aller regarder l'enregistrement. Ou alors, soit l'enregistrement qu'on va vous envoyer, soit directement sur Facebook. .com.commercial. Oui, bien, on l'a vu plus tôt. Je pense que c'était... ouais, c'était ici, .com commercial. Faciliter les accès avant les réunions. Alors bon, malheureusement, c'est pas la partie que je gère. Je sais que les informations de connexion vous sont envoyées soit avant la réunion, soit le jour même du cours. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais vous proposer l'idée pour voir ce qu'on peut améliorer. On va dormir moins bête. Merci, bonne soirée. Oui, effectivement, on va tous dormir moins bête. Moi-même, en faisant ce cours, j'ai appris pas mal de choses. Donc merci à tous d'avoir participé à ce cours. On se voit pour le prochain cours. Comme d'habitude, dans le prochain cours, on verra de nouveaux éléments et et on reviendra sur les éléments dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce une nécessité de suivre ce module avant les certifications? Alors, c'est conseillé, c'est très fortement conseillé, parce que Oui, ici on oui, rentre dans oui. certains détails. Ah, en gros, M. Pascal a dit que oui, c'est nécessaire. Bon, malheureusement, oui, c'est nécessaire. Mais c'est bénéfique, parce que ça va vous donner vraiment toutes les bases qu'il faut pour mieux appréhender les prochains cours. On voit différents sujets ici, on ne rentre pas forcément en détail, mais dans les prochains cours, vous rentrerez énormément en détail. Donc une fois que vous avez ces bases-là, tout sera beaucoup plus facile pour vous d'y participer. Donc merci à tous, bonne soirée. Vous recevrez sous peu, ce soir ou demain, les liens pour les enregistrements. Tout le monde, avant de vous déconnecter, s'il vous plaît, si vous avez des difficultés,